Radio Flamme. Nous allons évoquer aujourd'hui un sujet brûlant à tous les sens du terme. C'est le départ en vacances avec les toutous, Exactement. les enfants qui pleurent dans la voiture, le petit chien qui est malade parce qu'il faut qu'il boive et tout ça. Voilà, ça peut effectivement. Bah oui, avec là le week-end prolongé et le beau temps, j'ai eu envie d'aborder ce sujet du départ en vacances avec les chiens. Alors, avant de vous donner quelques informations, je voudrais juste vous donner 3 chiffres qui me semblent assez parlants. 76% des propriétaires de chiens ressentent un manque quand ils partent sans leur animal. 76% quand même. Ouais, quand même. Donc ça veut dire que il y a des choses à mettre en place pour pouvoir partir avec son animal et puis se sentir bien en vacances avec lui, quoi. Pas avoir ce sentiment de frustration en le laissant à la maison ou en le laissant en pension à droite à gauche. Donc ça c'est le premier chiffre. Deuxième chiffre, 40% partent souvent avec leur animal. Donc c'est un petit peu la corrélation. Et puis 88% des propriétaires préparent leurs vacances avec leur animal bien longtemps avant de partir, de façon à partir dans de bonnes conditions, à trouver un logement adéquat, à avoir pensé à tout ce qu'il faut pour que les vacances se passent bien. Et c'est le contenu de ma chronique. On va passer en revue un petit peu toutes les choses à savoir pour ne pas être embêté en vacances. C'est vrai que sachant que c'est compliqué les vacances parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'aléas. Par exemple, ne serait-ce qu'un bar, tu vois, tu peux pas prévoir exactement ce que tu vas faire. C'est le secret des vacances réussies. Ouais. Et là, tu arrives dans un bar et c'est interdit aux chiens. Ouais, tout à fait. Et il y a encore beaucoup d'endroits où les animaux sont pas les bienvenus. Et il faut l'anticiper un petit peu, il faut le savoir et il faut s'adapter. Oui, c'est même vrai s'il y a des efforts de fait quand même, mais c'est pas évident. Ça peut se préparer en amont par téléphone. Voilà, ça peut se préparer en amont par téléphone, en allant sur des sites spécialisés. Il y a des choses à faire en amont. Et là aussi où j'apporte une précision, c'est que parfois quand on a un chien, on peut trouver des solutions. Quand on en a 2 ou 3, ça peut être beaucoup plus compliqué. Parce que Carole, donc tu en as 3. 3 chiens, ça peut faire beaucoup. 3 petits chiens, parfois ça passe. 3 gros chiens, ça passe pas. Donc voilà. Toi, c'est 3 gros, toi. Hein. Ouais, on va dire du mini, du moyen au maxi. Ouais. Donc d'abord concernant le mode de transport. Alors, voiture, vraisemblablement. Alors, ça dépend parce qu'on peut pas essayer de partir en vacances en prenant le train, en prenant l'avion. Donc il faut prendre en compte toutes les situations. Donc, en voiture ou en avion, plusieurs choses. Vous pouvez d'abord utiliser une caisse de transport. Alors, pour chat, pour chien? Pour chien. Ouais, tout à fait. Ça se fait aussi pour chien. Oui, ça se fait de plus en plus. Ça s'est beaucoup démocratisé les caisses de voyage, les caisses de transport. Donc on en trouve partout. Donc ça c'est en voiture ou en avion. Alors si son animal est déjà familiarisé à la caisse, pas de souci, sinon ça nécessite de le familiariser un petit peu parce qu'un chien va pas facilement rentrer dans une cage de transport. Il peut avoir peur, il peut se demander ce que c'est, ça peut être désagréable pour lui. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est le familiariser plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant le départ, le familiariser à la caisse. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On n'y pense pas forcément. C'est-à-dire que le jour J, on se dit allez toi le chien, hop tu montes dans la caisse, c'est tout nouveau. Sauf que là on peut être confronté à des difficultés. Et puis sans oublier aussi que le chien tout le voyage peut être complètement stressé. Exactement. Ouais. Donc c'est important, plusieurs jours voire plusieurs semaines à l'avance selon la capacité d'adaptation du chien, de le faire entrer dans la cage, de faire en sorte que cet endroit soit agréable pour lui, de façon à ce que le jour J il s'y sente bien et qu'il s'y sente bien tout le long du voyage. Donc ça c'est important. C'est un premier matériel utilisable pour se déplacer en voiture ou en avion. Si vous êtes en voiture, vous pouvez aussi utiliser une laisse ou un harnais de transport avec un système de sécurité qui se met dans la ceinture de sécurité. Ça permet à votre chien d'abord de rester tranquille le long du voyage. Si vous avez un chien qui est agité ou un peu trop énergique, au moins il est contenu par la ceinture ou le harnais de sécurité. Et puis en cas d'accident, surtout il est protégé. Ça évite les projections du chien sur le pare-brise ou autre. Donc il faut aussi penser à leur sécurité. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas en voiture. Donc ça c'est important. Il faut faire attention aussi au mal du transport, puisqu'on peut avoir des chiens malades en voiture. Donc ça c'est une difficulté pour les propriétaires de chiens malades en voiture. Donc là il y a soit des traitements médicamenteux, donc là il faut voir le vétérinaire,
soit des traitements un petit peu plus naturels, homéopathiques, ou bien ce qu'on appelle aussi les fleurs de Bach. Ce qui marche aussi pour les humains, parce qu'il y a des humains qui sont malades de la même manière en voiture. Voilà, donc ce qui marche aussi. On peut aussi essayer d'habituer son chien au transport, donc d'abord par des trajets courts, puis progressivement en augmentant la durée des trajets. Ça peut, voilà, pour certains chiens, ça peut être une astuce à mettre en place. Éviter qu'il mange, évidemment. Oui, parce que là, c'est le trajet FUCA, sinon. Donc éviter qu'il mange durant les 2 heures qui précèdent le départ en voiture. Pensez à le dépenser également avant le départ, de façon à ce qu'il puisse dormir dans la voiture. C'est un chien qui ne va pas être dépensé avant son départ. Forcément, il y a déjà l'excitation du départ. S'il n'est pas habitué à la voiture, il y a la crainte, il y a le stress, et en plus, il sera plein d'énergie. Donc, il faut vraiment essayer de... Et le phénomène de bave aussi. Et le phénomène de bave. Parce que ça bave. Ouais. Quand c'est stressé ou quand c'est trop chaud, il n'arrête pas de baver. Et voilà, il bave. Ça c'est le meilleur des cas. Il vomit, c'est dans le pire des cas, c'est moins bien. Mais c'est vrai que ça peut arriver que. Donc voilà. Alors la cage, elle a aussi un autre avantage, c'est qu'il peut se sentir en sécurité dans la cage. Donc aussi diminuer de son taux de stress, et donc peut-être aussi le mal de transport qui peut être généré par le stress. Donc voilà. Donc ça peut être aussi une solution à adopter. Parce que la cage, elle va dans le coffre. La cage, elle va dans le coffre. Ouais, la cage, elle va dans le coffre. Et s'il est habitué à la cage et s'il se sent en sécurité dans cet endroit-là, il faut pas hésiter à le mettre là-dedans, dans cette cage. Ça pourra diminuer son taux de stress et le mal du transport. Donc voilà pour ce qui est de la voiture. Pour ce qui est de l'avion, juste une petite information. Sachez que vous pouvez transporter votre animal en cabine s'il pèse entre 8 et 10 kilos en général. Selon les compagnies, il peut y avoir des points un peu différents, mais on est plutôt sur cette fourchette-là. Donc ça concerne du coup plutôt des animaux, des chiens de petite taille. Et puis sinon c'est voyage en soute. Et voyage en soute. Voilà, voyage en soute. Donc là, avec tout le stress que ça engendre, puisque c'est un endroit d'abord qu'il ne connaît pas, c'est un endroit bruyant, c'est un endroit qui peut être froid, c'est un endroit dans lequel il peut y avoir du mouvement. S'il y a des perturbations, des trous d'air, des choses comme ça. Voilà. Donc il y a des valises qui peuvent se déplacer, voler. Enfin voilà. Donc c'est vraiment anxiogène pour le chien. Donc parlez-en à votre vétérinaire, voir si éventuellement il peut préconiser quelque chose qui va apaiser le chien pendant le transport. De l'autre côté, c'est dommage de pas emmener son chien à New York, ton chien préféré, tu l'emmènes pas, oui, voilà. Mais bon, voilà. Donc il faut, ça se prépare. Il faut faire attention à tout ça. Si vous choisissez de voyager en train, donc là, sachez que si votre chien fait plus de 6 kilos, la muselière est obligatoire. Voilà. Donc ayez-la sur vous, de toute façon. Bon, après, vous vous adaptez. S'il y a un contrôleur sympa qui aime les animaux, peut-être qu'il fera pas trop de cas. Mais en tout cas, sinon, sachez que la réglementation impose une muselière pour les chiens de plus de 6 kilos. Et s'ils font moins de 6 kilos, ils doivent être dans un panier ou dans une petite caisse de transport. Donc ils peuvent pas, en tout cas, normalement, surtout, être en liberté ou même simplement en laisse. Bien les garder attachés aussi. Bien les garder attachés. Je repense à cet épisode tragique de la SNCF avec le petit chat. C'est pour ça qu'il faut toujours l'attacher, je pense. Oui. Il faut qu'il soit attaché, de toute façon. De toute façon, oui, on est dans des endroits où il y a du monde, où il y a du mouvement, où il y a de la circulation. Donc forcément, pour la sécurité de tous, il faut qu'il soit attaché. Donc voilà pour le mode de transport. Alors ensuite, concernant l'hébergement, on en parlait tout à l'heure un petit peu. Donc avant de partir, vérifiez bien que l'hébergement que vous avez ciblé ou qui vous convient est adapté aux chiens, que les chiens soient autorisés. Si oui, alors parfois il y a des propriétaires qui acceptent les petits chiens mais pas les gros, donc il faut aussi se préoccuper de tout ça. Les offices de tourisme peuvent avoir des listes d'hébergement qui acceptent les animaux. Donc vous pouvez vous tourner vers les offices de tourisme. Et puis maintenant, de toute façon, sur les sites de réservation en ligne, il y a des filtres avec notamment la petite mention animaux acceptés, ou bien il y a un autre terme qui existe dont j'ai oublié le nom, mais de toute façon vous avez des filtres qui vous permettent de filtrer vos hébergements pour que les animaux soient acceptés. Donc ça, là-dessus, pas trop de difficultés. Alors ensuite, quand on commence à vouloir voyager hors
hors de France, donc en Europe ou hors Europe, il y a encore des choses à savoir. Donc si vous choisissez de voyager en Europe, sachez que votre chien doit être pucé. Donc ça, c'est obligatoire. Le passeport, quoi. Alors c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Donc la puce, c'est obligatoire. Donc vérifiez bien auprès de l'ICAD. Donc l'ICAD, on en avait parlé sur la première ou la deuxième chronique. Vérifiez bien que votre numéro de téléphone n'a pas changé et que les informations portées sur la puce sont encore correctes. Parce que si on cherche à vous joindre, si votre animal s'échappe, que quelqu'un le retrouve et que le numéro de téléphone qui est lié à la puce n'est plus le bon, on pourra pas vous joindre. Donc ça, c'est des petits détails, mais auxquels il faut quand même penser. Donc puce obligatoire avec numéro de téléphone à jour, passeport européen. Donc ça, c'est un passeport qui est délivré par le vétérinaire, d'accord. Donc voilà, ça c'est pour les voyages en Europe. Donc pensez à aller voir le vétérinaire avant de partir pour qu'il puisse délivrer ce passeport. Alors sachez que à défaut de passeport européen, votre animal peut être saisi dans le pays dans lequel vous allez aller. Il peut être saisi, il peut être mis en quarantaine, il peut être renvoyé dans son pays d'origine, donc pour nous évidemment en France. Et dans le pire des cas, il peut être euthanasié. Oh dites donc. Donc dans certains pays, ça rigole pas. Donc pensez-y, c'est bon à savoir. Dans quel pays c'est un peu chaud comme ça? J'ai pas le détail. Sans stigmatiser, je sais pas, je saurais pas vous dire. Mais bon voilà, ça existe quand même. Donc quel pays européen, je saurais pas vous dire. Bon, et puis alors après c'est la réglementation encore une fois qui pose toutes ces règles là. Est-ce qu'elles sont acceptées ou est-ce qu'elles sont pas, appliquées ou pas appliquées, je ne sais pas. Je suis pas allée voir dans tous les pays d'Europe, mais en tout cas, il faut mieux pas jouer avec ça, quoi. Bien se renseigner. Bon, d'autre part, évidemment, les vaccins doivent être à jour, y compris le vaccin contre la rage. Donc ça, c'est important, quand on voyage en Europe. Pour que votre chien soit vacciné contre la rage, il doit avoir plus de 12 semaines et le vaccin doit être fait au moins 21 jours avant la date du départ. Donc c'est pareil, il s'agit pas de faire le vaccin la veille du départ parce que ça marchera pas. D'accord, donc au moins 21 jours. Si vous choisissez de voyager hors Europe, là il va falloir se référer à la réglementation de chaque pays, puisque là chaque pays est libre de mettre en place la réglementation qui lui convient. À minima, de toute façon, il faudra toujours une puce, le vaccin contre la rage et un certificat international de bonne santé qui est délivré par le vétérinaire. Donc ça, c'est vraiment à minima. Puis après, il faut se renseigner, soit auprès de l'ambassade de France dans le pays dans lequel on veut aller, soit sur Internet aussi, vous pouvez trouver tout un tas d'informations. C'est un peu plus compliqué quand même. C'est un petit peu, disons que oui, c'est au cas par cas en fonction du pays dans lequel on va. Donc il n'y a pas de règles communes, sauf la puce, le vaccin contre la rage et le certificat de bonne santé. Donc voilà pour les formalités administratives pour bien voyager en Europe ou hors Europe. Alors, avant votre départ, il y a quand même aussi un certain nombre de choses à faire qui sont basiques, que l'on voyage en France, en Europe ou hors Europe, peu importe. C'est d'abord un traitement antiparasitaire. Donc traiter son chien contre les puces, les tiques, à minima. Donc ça, c'est de toute façon, normalement on le fait régulièrement quand on a un animal, on le traite pour pas qu'il soit embêté par ces petits parasites. Si vous voyagez dans le sud de la France, un traitement contre la leishmaniose est préconisé. Donc la leishmaniose, c'est une maladie qui est transmise par un moustique et qui provoque des affections sur la peau ou bien sur les viscères. Ça peut être mortel dans le pire des cas. C'est spécial animal ça, leishmaniose? Oui, tout à fait. Ouais. Donc et c'est surtout donc dans le sud de la France ou dans les pays chauds que l'animal peut contracter cette maladie. Alors quels sont les signes de la leishmaniose, parce que c'est aussi intéressant, je pense, de les connaître. Eh bien, ce sont des pellicules ou des ulcérations sur la peau de l'animal, un gonflement des ganglions, une perte de poids, une grande fatigue, et puis dans certains cas un allongement anormal des griffes. Donc ça, c'est un peu plus étonnant, mais voilà. Donc si vous constatez ces signes sur votre animal après un voyage effectué dans le sud ou dans des pays chauds, dites-vous que ça peut être un cas de leishmaniose. Le mieux, c'est évidemment d'aller voir son vétérinaire. Je vous alerte sur ces petites choses. Tu vois, je ne connaissais pas la leishmaniose. Voilà, je vais me coucher moins bête ce soir. Exactement. Et puis dans les petites choses aussi à préparer avant le départ, c'est une petite trousse à pharmacie avec les petites
petites choses de base. Une pince anti-tique, parce que ça, voilà, nos animaux peuvent attraper des tiques assez facilement. C'est génial, ça, la pince anti-tique. Ouais, c'est très pratique. Franchement, voilà. Depuis qu'on a inventé ça, c'est quand même bien pour le chien. Ouais, c'est très bien. Même pour les humains aussi. Oui, tout à fait. Bah oui, parce que les humains aussi peuvent, avoir des tiques. Alors, si votre animal a été traité contre les tiques, sachez que la tique, elle va quand même se coller à la peau de l'animal, mais elle va mourir et elle va tomber, d'accord. Donc voilà, s'il est traité, il y a moins d'alerte à avoir. Il n'empêche que si vous la voyez, si vous avez la pince anti-tique, vous l'enlevez et au moins c'est fait. Et voilà, il y a pas de problème. Dans la trousse à pharmacie, une petite lotion antiseptique, c'est bien aussi. S'il se blesse ou voilà, ça permet de désinfecter. Quelques compresses, une petite paire de ciseaux. Voilà, de quoi intervenir en urgence ou bien pour des petits bobos avant d'aller éventuellement chez le vétérinaire. Alors, pour continuer, je vais davantage vous parler des risques qui peuvent être liés à la chaleur. Oui. Puisque voilà, les beaux jours arrivent, donc même si on part pas en vacances, il y a quand même des choses à savoir. Donc le chien peut souffrir ou attraper ce qu'on appelle un coup de chaud. Parce que le chien ne transpire pas. Le chien ne transpire pas, donc il allaite beaucoup, mais il ne transpire pas. Donc l'allaitement, ça permet de réguler sa température, donc c'est normal qu'il allaite. Donc d'abord, évidemment, il faut l'hydrater, ça, il faut lui donner à boire toujours régulièrement. Donc pensez à avoir dans votre voiture de l'eau et puis une petite gamelle, pouvoir le déshydrater régulièrement. Sans ça, il peut effectivement attraper ce qu'on appelle un coup de chaud. Donc voilà, c'est par exemple typiquement un chien qui reste dans une voiture de façon prolongée alors que le soleil bat son plein. Et là, votre chien, vous allez le retrouver couché sur la banquette. Dans le meilleur des cas, il est encore vivant. Dans le pire des cas, il est mort. Donc attention. Et si vous le voyez complètement affalé sur la banquette, qu'il a plus de réaction, il peut souffrir d'un coup de chaud. Donc évidemment, il faudra l'emmener chez le vétérinaire pour le réhydrater, parce qu'il va pas se réhydrater tout seul. Il va falloir l'aider. Mais déjà, dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est avec de l'eau, c'est lui mouiller la truffe, les coussinets des pattes et le ventre. C'est ces 3 endroits qui vont permettre déjà de le rafraîchir et de le réhydrater un petit peu. À titre informatif, combien de temps il peut rester dans une voiture, admettons? Pas beaucoup, j'imagine. Je saurais pas vous dire. Déjà un quart d'heure, c'est beaucoup. Déjà un quart d'heure, c'est beaucoup. Enfin voilà. Puis après, ça dépend des chiens. Alors on a aussi des chiens qui vont être plus, plus fragiles par rapport à ça. Les vieux chiens vont souffrir davantage. Les chiens obèses et puis les chiens brachiocéphales. Pardon, je mets ma main devant le nez pour faire elle nous fait le sous-titrage gentil en même temps parce que Carole parle beaucoup avec les mains. Oui, je parle beaucoup avec les mains. Donc en fait, les chiens qui ont le museau très aplati, ces chiens-là ont plus de mal à respirer, à halter et à se ventiler. Donc déjà, ces 3 types de chiens-là sont des chiens fragiles. Donc il faut vraiment faire attention. Pensez bien à avoir de l'eau dans votre voiture pour pouvoir les réhydrater en urgence avant d'aller tout de suite chez le vétérinaire pour des soins plus intensifs. Attention aussi aux brûlures sur les coussinets des pattes quand vous marchez sur un bitume qui est très chaud. Oui, parce que effectivement pour nous il n'y a pas de problème. Voilà, nous on a nos chaussures, ça nous protège. Alors eux, évidemment, leurs coussinets sont aussi adaptés pour marcher sur le sol, bien évidemment. Mais quand le bitume est très très chaud, parfois même un petit peu dégoulinant, ça peut arriver dans le sud ou voilà. Chez nous c'est un peu moins fréquent, mais quand même. Donc faites attention à ça. Il peut soit se brûler, soit avoir des lésions un peu sur les coussinets après. Et puis les coups de soleil aussi. Peut-être on le sait moins, mais les chiens peuvent avoir des coups de soleil, notamment les chiens qui ont un pelage blanc. Peuvent prendre des coups de soleil. Donc là, il y a des crèmes solaires qui existent pour protéger les chiens contre les coups de soleil. Donc voilà, faites attention à tout ça. Alors, si vous allez en bord de mer ou si vous êtes en bord de mer, l'eau de mer peut provoquer des troubles intestinaux. Donc voilà, un chien peut tout à fait boire un petit peu d'eau de mer, c'est pas bien grave. Mais s'il est fragile déjà de l'intestin ou voilà, sachez que il peut avoir ensuite quelques troubles intestinaux. Il va vous faire une magnifique carte de géo en rentrant
rentrant chez vous. Voilà. Mais ça arrive parfois quand on promène les chiens sur la plage. Ils boivent un petit peu d'eau et puis on voit qu'ils sont un petit peu gênés. Alors, c'est pas non plus très très grave, mais voilà. Après, il faut faire attention, selon aussi, là encore, son chien, sa rusticité ou sa fragilité, les problèmes, peut-être aussi des chiens qui ont une maladie chronique. Enfin voilà, il faut faire attention à tout ça. Attention aussi aux méduses et aux crustacés. Ah oui. Voilà, les méduses peuvent piquer les chiens. Les crustacés peuvent aussi, avec leurs pinces sur la plage, ça peut provoquer des lésions sur la peau des chiens. Ça fait pas manucure pour les hommes? Ça fait pas manicure, non, je crois pas. Donc attention à ça. Les puces également adorent le sable chaud. Donc si vous n'avez pas traité votre animal contre les puces, après un passage sur le sable chaud, il peut avoir des puces. Et puis attention aux noyades en mer, parce qu'un chien c'est normalement nager, plutôt en eau calme. À la mer, ça peut être différent. Et les chiens qui peuvent aussi être emmenés sur des bateaux et qui peuvent tomber à l'eau. Oui, en bord de mer, ou sur la plage, ça peut paraître anecdotique, mais un chien qui va en bateau et qui peut tomber et peut se noyer. Donc il y a des petits gilets, j'imagine. Oui, il y a des petits gilets de sauvetage qui existent et qui peuvent être adaptés aux chiens si on veut pas lui faire prendre de risques. Et puis les enfants, parce que le coup du bâton que tu lances dans l'eau, c'est vachement rigolo. Oui. Mais l'enfant, lui, ça le fait rigoler, mais le chien il fatigue. Bah oui. Donc il faut pas trop le lancer non plus, quoi. Voilà, c'est ça, il faut pas trop le lancer. Et puis puis le chien, il peut sauter à l'eau. Si c'est un bon nageur ou pourquoi pas. Mais effectivement, il peut se fatiguer. La mer peut être agitée. Donc il y a comme pour tout le monde, il y a aussi des risques pour nos animaux. Donc il faut être vigilant. Après la baignade, pensez à rincer votre chien également quand vous rentrez à la maison parce que le sel agresse la peau et le sable également. Donc un petit rinçage au jet n'est pas inutile. Ça va permettre à votre chien de ne pas se gratter, de ne pas avoir d'infection. Pour les chiens qui sont sensibles des oreilles, vous pouvez aussi penser à sécher les oreilles, puisque sinon l'eau de mer peut provoquer des otites, des champignons, puis des bactéries peuvent s'installer dans les oreilles et provoquer des dégâts. Ça je connais bien parce que j'ai eu des chiens qui avaient ce problème et donc il faut la poire à injection en caoutchouc et injecter, alors c'est du liquide fille en général, du sérum de fille, des choses comme ça. Et puis il faut bien masser le conduit. Voilà, pour que ça descende bien dans le conduit. Ah mais mon pauvre chien, il n'aimait pas ça, le coup de la poire. Voilà. Donc pour éviter tous ces désagréments, bien penser à sécher les oreilles des chiens. Ça leur évitera d'avoir ce type de perturbation. Et puis, pour terminer, attention aussi aux épillets. Alors, les épillets, ce sont des brins d'herbe sèche qui viennent se piquer en fait dans les orifices du chien, donc dans les narines, dans les oreilles. Donc, après une balade, alors là, du coup, on est plutôt à la campagne. Pensez à regarder, à vérifier les orifices de votre chien, voir s'il n'y a pas un épillet coincé. Alors, par contre, les épillets sont difficiles à enlever, donc il vaut mieux aller chez le vétérinaire qui va être adapté. Il a des pinces adaptées parce que en fait, si vous tentez de les enlever, vous pouvez provoquer plus de dégâts que qu'en les laissant et en allant chez le vétérinaire. Donc pensez à ça. Ça peut aussi se mettre dans les coussinets ou entre les ongles, entre les ongles et c'est douloureux pour le chien. Mais c'est vrai quand on t'écoute, on s'aperçoit que le monde est vachement dangereux. Disons. Je voulais quand même, je voulais attirer votre attention sur les risques. Je veux pas vous faire peur parce que l'idée c'est pas de dramatiser. C'est de la prophylaxie, Voilà. Donc soyez vigilants pour que les vacances se passent bien et qu'il se passe, que ce soit agréable pour vous et pour vos animaux, pour toute la famille, et que vous ne soyez pas frustrés de partir en vacances sans votre animal. Alors si vous devez partir, et là je rajoute juste un petit point, si vous devez partir sans lui, pensez aux pet sitters qui peuvent venir à domicile, aux pensions canines qui existent aussi et qui sont là pour accueillir vos animaux. Alors selon la région où vous habitez, mais ici en tout cas réservez suffisamment tôt à l'avance parce que les places sont chères. Oui. Voilà, les places sont chères. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Et puis allez voir si ça vous convient, si la prestation qui est proposée correspond à vos attentes. Allez voir les conditions dans lesquelles votre chien va être hébergé. Demandez à visiter
les box, les extérieurs, penser à la sécurité aussi, voir si si la pension est bien close, s'il n'y a pas de risque pour votre chien de s'échapper ou autre. Bon, évidemment, vous avez affaire à des professionnels, donc en général, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, vérifiez que le lieu correspond à vos attentes, parce qu'on peut aussi tous avoir des attentes différentes et un niveau d'exigence différent. Donc voici pour les recommandations pour que vous puissiez préparer vos départs en vacances en toute sérénité et passer de belles vacances. Radio Flamme.